commencer, et avant de passer la parole aux auteurs, on va revenir en arrière 2 petites secondes. Je ne vais pas vous présenter le manga, je pense que vous savez ce que c'est. Vous savez aussi qu'en Asie, on trouve du manga fait par des Chinois ou des Coréens qu'on appelle manhwa ou manhwa, enfin, etc. Et en France, bon, ça existe depuis le début des années 90. Hein, il y avait pas mal de fanzines de jeunes auteurs inspirés dès l'époque par les dessins animés, etc., qui commençaient à créer sous ce format-là, avec ce style-là. Les auteurs français qui font de la BD classique étaient très frileux vis-à-vis de ce genre de création pour 2 raisons. La première, c'est tout bête, hein. Quand vous achetez une licence au Japon et que vous vendez le manga, c'est une traduction. Vous achetez des droits. Ça va vous coûter, allez, peut-être 2 000 € en achat de droits, et après vous payez des royalties sur ce que vous vendez. C'est rentable. C'est pour ça que beaucoup d'éditeurs en font, et que beaucoup d'éditeurs franco-belges en ont fait leur poule aux œufs d'or. Même si à la base, ils créaient de la bande dessinée. Quand vous faites de la création de manga, vous allez payer une somme d'argent aux auteurs pour le développement du projet. C'est évidemment beaucoup plus cher. Et c'est donc beaucoup plus difficile à rentabiliser. Sachant qu'a priori, il y a de fortes chances pour que Naruto ou Death Note vendent mieux, malheureusement, que des titres inconnus que vous produisez, qui n'ont pas de support de dessin animé, qui n'ont pas de support de jeux vidéo, etc. Donc ça explique pourquoi les éditeurs, pendant pas mal d'années, quand des auteurs qui avaient des projets, qui avaient envie de dessiner, on va dire dans du noir et blanc, beaucoup de pages, quand on allait voir des éditeurs franco-belges classiques, on nous disait « Mais non, vous êtes en France, pourquoi vous voulez faire du manga? Faites de la BD ». Pour le manga, on préfère les acheter à Shueisha, Kodansha, etc. Ou alors partez au Japon faire votre manga. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que si vous êtes français, vous n'avez pas le droit, ou vous n'avez aucune option, aucune possibilité pour produire en noir et blanc, petit format, certains types d'histoires. Vous êtes obligé de rentrer dans des cadres. C'est comme si vous faites du cinéma, ou en France, si vous voulez réussir, vous fassiez soit des comédies qui peuvent passer sur TF1 en prime après, soit des films d'auteur qui seront primés à Cannes mais qui ne feront pas d'entrée. Bon, c'est un peu ça le milieu de la BD. Les choses ont changé. Les choses ont changé. Il y a Pika qui a fait des expériences comme Dreamland au début, qui marchait pas trop mal. Il y a Delcourt qui faisait Pink Diaries par exemple aussi, qui marchait pas mal, mais pour vous dire, l'auteur de Pink Diaries, qui marchait pourtant bien, a décidé finalement de se faire de la BD. Bon. Et il faut dire qu'ensuite, c'était des expériences isolées. C'est-à-dire que c'était un titre de temps en temps, c'était pas des collections. Chez les humanoïdes associés, on a la particularité de jamais faire d'achat de droits. Donc quand on a voulu faire du manga, on a décidé de passer à la création, et de passer la main aux auteurs, et de faire des véritables créations autour de ce sujet. Et là, au début, on s'est retrouvé face à pas mal de, on va dire, à une non-demande du marché. Une non-demande du marché qui considère généralement que ce qui est bien, c'est ce qui est japonais. Et ce qui n'est pas bien, c'est par définition ce qui n'est pas japonais. C'est quand même étrange, vous l'avouerez. On définit les notions de bien ou mal en bande dessinée en fonction d'une origine ethnique. Étrange. Parce qu'on avait une appréhension vis-à-vis de ce qui pouvait être français, etc. C'est normal, il faut savoir que les Japonais, vous prenez même Katsura, vous savez, qui fait Zetman. Quand il a commencé au début avec Wingman, il n'avait pas le niveau de Zetman. Hein. Il y a beaucoup d'auteurs dont vous découvrez la production en France, dans certains styles, une fois qu'ils sont confirmés avec des titres confirmés. Quand ils ont commencé au Japon, ils n'avaient pas tous le même niveau. Sauf qu'en France, il fallait bien qu'ils commencent quelque part, ces auteurs. Quoi qu'il en soit, et après en avoir discuté beaucoup avec des Japonais, on estime aujourd'hui que manga ne définit pas forcément une production japonaise. D'un point de vue, si vous voulez, étymologique, en termes de nom, BD au Japon se dit manga, effectivement. Donc si c'est fait en France, on devrait appeler ça de la BD. En même temps, vous qui achetez du manga, vous n'aurez aucune idée d'aller acheter ces produits-là dans le rayon BD chez un libraire, il faut être très clair. Et en même temps, l'appeler manga français, c'est vachement réducteur. Il faut savoir que 80% des auteurs n'étaient même pas français. Donc c'est un petit peu dommage. L'idée de base, c'était de faire de la création sous un format 192 pages noir et blanc, avec des séries à suivre, vendues dans les 7 euros, etc. Et peu importe l'origine des auteurs, hein, qu'ils soient pakistanais, je sais pas moi, russes, on a eu des Américains, etc. Et en fait, ce qu'on estime aujourd'hui, et je vais m'arrêter là-dessus, c'est que le manga, c'est comme le rock. C'est-à-dire que le rock était principalement d'origine anglo-saxon. Vous êtes bien d'accord qu'il y a des groupes français qui ont fait du rock. Bon. On n'a pas dit que c'était moins bien parce qu'ils étaient français, on n'a pas forcément appelé ça un rock français. Ils font du rock, point final. C'est un style de musique identifié. Et quelque chose, il est vrai, un courant musical qui était né dans un pays, a fini par très clairement s'internationaliser et est devenu un format et un style. Le rap, c'est exactement la même chose. Hein. Au début, le rap français qui avait il y a des années, hein, je parle, hein, du mal à percer. Aujourd'hui, c'est un courant à part entière, ça a sa propre image, sa propre culture, ses propres fans, et c'est pas du tout rabaissé par rapport au rap américain, par exemple. Le manga tel qu'il est aujourd'hui, en tout cas produit par des éditeurs français,
c'est un petit peu la même histoire. C'est-à-dire qu'au début, c'est vrai que c'est né au Japon. C'est vrai que c'est un format particulier, mais aujourd'hui, c'est un média. Comme vous allez, je ne sais pas moi, regarder une vidéo en MKV, comme vous allez regarder un certain format de série télé. Le manga, c'est plus 100% japonais. C'est un format, c'est un certain nombre de pages, une certaine méthode de narration, un certain style de dessin, et encore. Il faut savoir qu'au Japon, les dessins sont très variés, beaucoup plus variés que la production dont on n'a qu'une une mince vision en France, en tout cas. C'est pas aussi cliché que ce qu'on peut voir ici. Quoi qu'il en soit, voilà. Donc, par définition, tout ce qui suit ce média, suit ce format, ces méthodes de production, qui les respectent, évidemment, il faut les respecter. Il y a une jaquette, il y a des trames, une certaine façon de faire, etc. Ça s'appelle du manga. Voilà ce que c'est aujourd'hui. Et ce qui est important, c'est que de plus en plus d'éditeurs s'y mettent. Parce qu'il faut savoir que, et il y en a, je sais qu'il y en a ici, il y a toute une génération d'auteurs qui aujourd'hui n'a plus envie de s'enfermer du 46 pages couleur. Et de toute façon, l'éditeur français, renfermé sur lui-même, sur son pays, à faire de la BD qui ne se vend aujourd'hui quasiment que dans son pays, ça finira par disparaître. Là où les Japonais ont compris, c'est que le manga, c'était aussi un vecteur pour diffuser une culture dans le monde entier. Et ça marche. Pourquoi il y a tant de fans du Japon aujourd'hui, hein? Bon, c'est pas, je sais pas, c'est pas grâce à leurs estampes, hein, malheureusement. Hein, c'est plus grâce au manga et une certaine forme de culture japonaise. C'est un vecteur qui est parfait pour toucher un certain public. Voilà, et c'est ça qui est intéressant dans ce format. Et c'est pour ça que c'est intéressant que des auteurs en fassent de plus en plus, que les éditeurs les suivent et que les lecteurs suivent. Il est évident que vous lirez jamais la même chose que dans des mangas japonais. Mais en même temps, le but, c'est pas d'y rechercher le même produit. Le but, c'est bien qu'on fasse autre chose. On ne cherche pas à faire des copies. On cherche à faire un produit avec notre propre identité, notre propre culture. Vous faites un récit en manga, je ne sais pas, sur un lycée, mais qui se passe en France, il est évident que vous n'allez pas raconter la même chose que sur un lycée japonais. Voilà. Je reviendrai plus tard sur le modèle économique, ce qui a pu être raté en 4 ans depuis qu'on a commencé, ce qui a marché aussi quand même. Il faut parler un petit peu de tout. En attendant, par rapport à ça, je voudrais que Clem nous parle un petit peu de son expérience. Voilà, Clem que j'ai rencontré, je crois, il y a 5 ans. Et petit à petit, on a pu produire chez les Humano Satori. Voilà, et Clem va nous parler un peu de cet album, sa genèse, et comment aussi sa vision d'auteur en tant que créateur de manga en France, qui est assez particulier. Le manga n'était pas vraiment un but en soi pour moi. C'était un gros délire, mais c'était pas, je ne me voyais pas en faire quelque chose de pro. Et puis donc, on a rencontré Guillaume et qui nous a donné la possibilité de monter vraiment bien le projet, quoi. Après, au niveau des difficultés, enfin, il y a eu quelques facilités quand même. C'était le média, le fait que il n'y a pas de couleur. Même si les trames, c'est très très lourd à travailler au niveau du nombre de la productivité et du nombre de pages par jour. C'est vrai c'est quand même beaucoup plus efficace que la BD. Mais je pense pas qu'on ait l'habitude de travailler en France, quel que soit, même Shonen qui a un débit absolument hallucinant. Je pense pas qu'on ait l'habitude de bosser comme les Japonais. Et pareil, les Japonais, ils ont leur studio. C'est-à-dire qu'un auteur qui commence tout seul avec un pote dans une cave, qui se fait éditer chez Shonen et qui ensuite, comment dire, perce tout simplement parce que le public valide. Effectivement, au bout de 6 mois, il peut avoir 3 assistants de plus pour s'occuper des trames et tout. Nous, on est un peu juste tout seul quand même, il faut dire ce qui est. Et puis on n'a pas le rythme. On n'a pas le rythme du travail des Japonais. Donc, moi, j'ai eu énormément de mal à me mettre à ce rythme-là. Guillaume m'appelait très régulièrement pour me dire « Où en es-tu ? Es-tu encore vivant ?» Si je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure au niveau de la nationalité de la bande dessinée, on a eu 2-3 retours avec Nico sur le manga, enfin sur Satori, et qui nous disaient, des gens qui nous disaient ah mais je suis tombé sur un manga qui s'appelle Satori, c'est vachement bien, je crois que c'est coréen, un truc comme ça. Non, c'est français. Ah bon, c'est français. Ouais, bon, hop, on repose quoi. Parce qu'il faut que ce soit coréen ou japonais quoi. Même si au premier abord ça a plu quoi. Non. J'ai une petite anecdote à ce sujet. Il faut savoir qu'au lancement des bouquins, on nous demandait souvent pourquoi vous les faites en sens de lecture européen.
Le manga, c'est dans l'autre sens. Alors, le sens de lecture n'est pas un code graphique ou narratif du manga. C'est parce que dans leur langue, ils écrivent, ils lisent dans ce sens-là. Mais ça n'a aucun sens. C'est comme si, par exemple, un film produit en France, réalisé en France, avec que des acteurs français, uniquement des Français, ils le tournent en anglais, parce qu'un film de science-fiction, c'est dans les codes que ça doit être en anglais. Hein. Bah, non, ils font ça parce que c'est leur langue, c'est pas un style, c'est pas pour que ce soit plus charismatique, c'est juste leur langue. Et donc on avait décidé qu'en fonction des auteurs, quand on avait des japonais, c'était en sens japonais, quand c'était les français, c'était en sens français. Puis on avait remarqué un truc, effectivement, qu'un Japan Expo, des auteurs prenaient le bébé project de Shonen, ils trouvaient ça mortel, pardon, ils commençaient à lire, puis ils comprenaient pas, parce qu'en fait ils lisaient dans le sens japonais. Bon. Et on leur expliquait, comme disait Clément, que c'était dans l'autre sens. Et ils disaient, ah non, c'est pas bien. Ils aimaient bien les dessins, ils aimaient bien l'histoire, mais c'était pas dans le bon sens. Et quand on a fait Omega Complex, au début, on a joué un petit peu avec les journalistes, tout au début, hein, après on a dit la vérité. Il faut savoir qu'Omega, on avait tout de suite l'envie de le lancer au Japon, ce qui est en cours, ça tombe bien. Et pour le lancer au Japon, c'était évidemment mieux de le faire en stance japonais, tout simplement parce que c'était plus simple à le vendre dans ce sens-là aux éditeurs japonais. Et puis on a fait deux choses. Déjà, Izu, voilà, on a fait croire que le scénariste était japonais, ce qui n'est absolument pas le cas, ce qu'on a fait croire aux journalistes. Hein. Shonen, on disait rien, mais souvent, quand les journalistes disaient Shonen, ils pensaient qu'il était japonais. Bon, on laissait courir. Ensuite, on a été sur un site qui mettait en ligne des scans trad de Naruto, un site très connu. Et on leur a offert tout l'album. Bah oui, si c'est un scan trad, c'est que c'est japonais et que c'est bien, bien évidemment. Voilà, donc on a laissé courir le bruit, etc. Et les gens disaient enfin un bon manga chez les Humano, c'est japonais, donc que c'est bien. Pas de bol, c'était français. Et n'empêche qu'on on pense que les ventes ont été bien meilleures à cause de ça, pour vous dire. Mais bon, ça reste une histoire de marketing et c'est bien pour ça qu'il faut appeler ça du manga et qu'il ne faut pas appeler ça du franois, French manga ou je ne sais quoi, parce que ça ne vend pas.